On va passer la parole à Gilles, donc qui va nous rebondir sur c'est quoi le contrôle social, selon lui, et puis qui va élargir le propos ensuite. Gilles, alors là, Gilles, tu es pénalisé, je te le dis. Tu n'as plus que... Alors, normalement, tu n'aurais plus le droit qu'à 45 minutes. Vas-y, Gilles. Je ne vais pas parler exactement de la même chose, mais ça devrait se compléter. Donc, contrôle social, en fait, il faut bien l'avouer, c'est vague. Contrôle social, on se demande bien qu'est-ce qui, dans une société, ne serait pas du contrôle social, en fait. Hein. Donc, le contrôle social, c'est vraiment très vague. Le langage, c'est un contrôle social symbolique. Toutes les institutions, c'est du contrôle social. Tout est contrôle social. La sécurité sociale, même dans son meilleur volet et à l'origine, c'est également du contrôle social, notamment sur l'asymétrie de relations qu'il y a entre l'employeur et le salarié. Et on va contrôler plus l'employeur que le salarié, en fait, dans la sécurité sociale originelle. Mais c'est une contrainte que l'on impose aux acteurs. Donc tout est contrôle social. Moi, c'est pas de ça dont je vais parler. Si on parle récemment, depuis quelques années, de plus de contrôle social que maintenant, et souvent on regarde un petit peu vers la Chine pour voir ce dont on parle par là, c'est-à-dire le crédit social, vous savez. C'est-à-dire que selon votre comportement public, eh bien, vous avez c'est comme le crédit, c'est comme le permis à points, si vous voulez. Vous perdez des points si votre comportement social n'est pas dans les clous par rapport aux critères du gouvernement. Et s'il est estimé donc que vous avez eu tel ou tel comportement qui n'était pas adéquat aux injonctions gouvernementales, eh bien vous perdez des points et au bout d'un moment, vous perdez des droits fondamentaux, par exemple au logement ou des choses comme ça, ou même le droit de travailler. Donc ça c'est le crédit social à la chinoise. Et pas mal de gouvernements occidentaux ont trouvé que la Chine c'était pas bien parce que c'était pas démocratique, mais par contre cette idée de crédit social était quand même un petit peu à creuser, et parce que ça ouvrait des perspectives finalement intéressantes. Donc c'est plutôt ce genre de contrôle social dont je vais parler, c'est-à-dire pour être d'ailleurs un cran plus précis et pour reprendre un des exemples cités par Marie-Paul. Si on pense par exemple au chômage, aux indemnités de chômage, donc déjà il y a une réglementation sociale qui s'impose à tous les acteurs. Donc ça c'est un contrôle social, on va dire, généraliste. La loi générale. Puis il y a un contrôle social dans le fait que si vous perdez votre travail, eh bien vous imposez donc à l'employeur les cotisations sociales qui vont pouvoir financer un complément enfin un salaire de remplacement jusqu'à ce que vous retrouviez du travail. C'est la contrainte. Mais c'est une contrainte qui ne regarde pas la manière dont vous vous comportez individuellement. Tout le monde y a droit. C'est un droit universel. Donc tout le monde y a droit. On ne regarde pas quels sont vos autres critères de situation personnelle pour vous octroyer ce salaire de remplacement. Et puis, il y a un contrôle social, cette fois-ci, qui va individualiser votre situation. Donc, vous n'auriez... Enfin, on connaît tout ça, c'est-à-dire que désormais, quand vous êtes au chômage, si vous ne produisez pas les preuves que vous êtes dans une recherche active d'emploi, quel que soit cet emploi, qu'il soit précaire, pas précaire, loin de chez vous, pas loin de chez vous, un salaire intéressant ou correspondant à vos qualifications ou pas, vous allez devoir faire la preuve que vous êtes volontaire pour prendre n'importe quel travail, pour continuer d'avoir droit à votre revenu complémentaire. Et là, évidemment, c'est du contrôle social déjà plus serré.
C'est-à-dire que votre comportement n'est plus libre. Vous n'avez plus de travail, ce n'est pas forcément de votre fait. Par exemple, votre entreprise ferme, ce n'est pas de votre fait. Mais on va considérer que ce sera de votre responsabilité si vous n'en retrouvez pas un rapidement. Et donc, vous faites bien ce que vous voulez, mais en théorie. Mais si vous ne vous mettez pas dans des conditions si vous ne déménagez pas pour être dans un bassin d'emploi plus actif, si vous ne financez pas une tournée régionale où vous allez voir si une entreprise ne peut pas vous employer, si vous n'acceptez pas de baisser votre salaire pour un travail moins rémunérateur ou qui ne correspond pas à votre formation, etc. Si vous ne faites pas tout ça, eh bien, vous n'aurez plus droit à votre chômage. Donc, on n'est plus dans une protection universelle qui ne regarde pas votre situation. On est dans une protection conditionnelle qui regarde votre situation individuelle. Et si vous n'avez pas le bon comportement social, eh bien, vous n'avez plus droit à cette prestation. Donc, ça, c'est déjà du contrôle social plus serré. Alors, il est bien évident que depuis quelques décennies, on a opté pour ce type de contrôle social individualisé parce que ça permettait d'exercer une pression supérieure sur votre liberté de comportement. Donc ça, c'était le contexte depuis 3 ou 4 décennies. Le contrôle social était un petit peu plus pressant, plus individualisé, plus conditionnel. Mais depuis quelques années, on assiste à bien pire que ça en réalité. Et moi, c'est de ça dont je vais essayer de parler. C'est le fait que désormais, dans un cadre légal donné, donc un cadre légal, ce sont des règles générales qui ne regardent pas votre situation, qui ne regardent pas votre comportement. Dans une situation légale donnée, on va vouloir produire un comportement beaucoup plus normé, beaucoup plus précis, beaucoup plus individualisé, beaucoup plus serré, y compris au niveau de vos idées, de ce que vous dites, de ce que vous faites, de choses qui normalement relèvent de votre initiative. On va vouloir produire un comportement extrêmement précis de vous, et au niveau individuel. Et on veut se donner les moyens de savoir ce que vous avez fait ou pas fait. Où est-ce que vous êtes, qui vous voyez, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez au récit collectif officiel ou pas, quel est votre comportement si vous n'y croyez pas, etc., etc. Et ça commence à ressembler à un projet un peu plus délirant de contrôle social qu'on aurait appelé totalitaire il y a peu de temps, si on en avait parlé. Totalitaire dans le sens où, cette fois-ci, le gouvernement veut que vous pensiez certaines choses, veut que vous agissiez de telle manière extrêmement précise, individu par individu. Donc, j'en avais déjà parlé l'année dernière, à savoir que on vit sous une idéologie qui normalement est celle du libéralisme. Donc, qui dit libéralisme dit liberté individuelle. Et le paradoxe, en tout cas apparent, c'est que désormais, dans les pays occidentaux, qui sont donc sous idéologie libérale, donc où la liberté individuelle fait partie du cœur nucléaire de son idéologie, eh bien, votre liberté de comportement devient suspecte, et de plus en plus suspecte. Et on veut pouvoir vous ficher, vous fliquer, vous suivre, vous repérer, vous contrôler au niveau individuel. Et si vous n'avez pas le bon comportement, eh bien on veut pouvoir vous sanctionner de telle manière que vous redressiez votre comportement. Et ce n'est pas un propos paranoïaque, c'est en suivant les évolutions récentes qu'on est bien obligé de s'apercevoir que tel est le projet d'à peu près tous les gouvernements occidentaux.
Alors, on s'était aperçu que le flicage de la population sous prétexte sécuritaire avec les attentats à partir de 2001 aux États-Unis, à partir de 2015, surtout en France, avec les attentats, permettait au gouvernement de faire sauter toute une série de garanties des libertés individuelles sous prétexte sécuritaire. Je dis bien sous prétexte parce que en réalité, si vous voulez lutter contre le terrorisme, il y a des tas de choses à faire qui ne sont pas faites, et beaucoup plus efficaces. Par contre, vouloir contrôler l'ensemble de la population et la fliquer individuellement n'est pas une bonne manière de lutter contre le terrorisme, parce que l'action doit être beaucoup plus ciblée en fait. Ce sont des actions classiques qu'on fait contre le terrorisme à petite échelle. À large échelle, évidemment, il faut s'assurer qu'une situation internationale ne soit pas propice à ce genre de dérive. Et à l'échelle individuelle, eh bien, on essaye de suivre certains individus qu'on a repérés, qu'on a fichés, comme on dit, et de s'introduire, que des éléments de la police s'introduisent de manière masquée dans les groupes à problème et repèrent les différents projets qui peuvent avoir lieu. C'est un petit peu à l'ancienne, on va dire, mais c'est beaucoup plus efficace que vouloir fliquer l'intégralité de votre population. Parce que là, vous allez être noyé sous les informations non pertinentes, et non pertinentes pour ce que vous êtes censé chercher, à savoir la lutte contre le terrorisme. Et vous allez être sous une avalanche d'informations, ça s'appelle du bruit en fait, du bruit statistique, qui va absolument pas vous faire avancer sur le chemin de la prévention du terrorisme. Par contre, vous aurez des tas d'informations, évidemment, auxquelles vous n'auriez normalement pas eu accès, sur la situation individuelle de chaque individu, de chaque citoyen. Donc ça a commencé comme ça, sur des prétextes sécuritaires. Et puis, ça s'est pas mal emballé, de manière beaucoup plus récente, sur les années de panique Covid. On peut appeler ça des années de panique Covid, parce que cette nouvelle maladie, en fait, s'est révélée pas spectaculairement dangereuse par rapport à d'autres. Enfin, je veux dire, la mortalité qui allait avec ce nouveau virus se comparait à celle d'une mauvaise grippe dans une situation où la population est fragilisée, étant donné qu'elle est vieillissante. Le baby-boom emmène avec lui des cohortes de population vieillissante. Cette population vieillissante est celle qui est le plus susceptible d'avoir des problèmes quand il y a un virus, puisque les systèmes immunitaires se fragilisent avec l'âge. Et donc, on savait très bien que à partir de 2010, quand il y aurait des fortes grippes ou de forts événements viraux comme ça, eh bien, il y aurait de plus en plus de gens qui iraient aux urgences, de gens qui auraient des problèmes et une mortalité conséquente qui irait avec des poussées virales un petit peu costauds. Le Covid rentre dans cette catégorie-là et n'avait rien de tellement particulier par rapport aux problèmes généraux qu'on pouvait avoir. Et pourtant, ça a donné lieu à des politiques publiques qu'on peut qualifier maintenant avec la distance de délirantes. De délirantes de manière objective, quoi. C'est-à-dire confiner l'ensemble de la population bien portante parce qu'il y a un nouveau virus. Non seulement on n'avait jamais fait parce que ça paraissait aberrant, ça l'était, et parce que ça n'avait aucune efficacité. Et on l'a prouvé. C'est-à-dire les pays qui, comme la Suède, n'ont pas fait de confinement ont des taux de mortalité moindres que ceux qui ont procédé à des confinements. Donc, si vous voulez, maintenant, il y a la vérité des prix. On peut objectivement parler de ces problèmes-là, et on s'aperçoit que des projets de confinement de la population bien portante, en général, dans tous les pays occidentaux,
était du grand n'importe quoi. Mais ça a enthousiasmé les gouvernements occidentaux. Véritablement enthousiasmé. C'est-à-dire que la possibilité de contraindre l'ensemble de la population dans sa liberté de mouvement, dans sa liberté de réunion, dans sa liberté de déplacement, oui, des libertés basiques, hein, des libertés individuelles et collectives, mais vraiment de base. Après, de liberté de penser, c'est-à-dire que on avait... C'est-à-dire, parler contre le confinement était devenu presque un délit d'opinion. Oui. Bon, alors on va pas parler de la Covid, c'est pas le sujet, mais on a commencé à développer toute une série d'informations sur votre comportement. Alors notamment à partir de la campagne vaccinale, ce qu'on peut appeler un vaccin, vous savez, c'est particulier puisque c'est pas ça vous protège pas de la maladie, ça vous protège pas de, etc. Donc ça vous inocule pas même une partie du virus inactivé, ça vous fait produire des protéines. Donc en réalité c'est une substance expérimentale de thérapie génique où votre corps produit une protéine à problème de manière non contrôlée parce que la thérapie génique n'est pas un processus bien contrôlé, hein, comme d'ailleurs tout ce qui est manipulation génétique. Que ça soit sur les plantes ou sur les hommes, en réalité, quand on fait produire par l'ADN une substance quelconque, eh bien, le résultat n'est pas maîtrisable, parce que le processus n'est pas maîtrisable. Donc c'est une procédure expérimentale qui ne se justifiait pas, parce que même si c'était un vaccin classique, on met 10 ans à s'assurer de son efficacité, de son innocuité en population générale. Donc là, on l'avait fait en 1 mois. Hein. On met 10 ans parce que, en fait, on va introduire une substance problématique à de la population bien portante et à l'ensemble de la population. Donc on fait ça généralement très prudemment et en mettant beaucoup de temps pour s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises. Bon, là, on a fait l'inverse. Et donc, je dis ça juste pour dire à quel point c'était problématique. C'est-à-dire que c'était quelque chose, normalement, qu'on aurait dû faire dans la dernière extrémité, si vraiment on ne pouvait rien faire d'autre, en fait. Bon, il s'est avéré qu'il y avait toute une série de traitements absolument anodins, relativement efficaces, en tout cas plus efficaces que le vaccin expérimental, mais qui n'étaient pas rentables, alors que tous les vaccins sont incroyablement rentables pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc il y avait des conflits d'intérêts qui crevaient le nez, et on l'a imposé à l'ensemble de la population. Et on vérifiait que vous étiez enthousiaste sur la question, que n'importe qui avait la parole publique dans les médias ou dans les milieux scientifiques soit enthousiaste par rapport à cette opération expérimentale, et que tout le monde agisse conformément à une injonction qui n'était pas légale. Hein, et il fallait produire, alors là, du contrôle social. C'est du contrôle social version ++. C'est-à-dire, vous devez agir conformément à une obligation qui n'est pas légale, mais si vous n'avez pas le bon comportement, eh bien, vous n'aurez plus droit d'aller dans un hôpital, vous perdez votre emploi si vous êtes dans la fonction publique hospitalière ou même privée, etc. etc. Donc ça, c'est du contrôle social déjà version ++. Et puis, vous ne pouvez pas vous déplacer si vous ne pouvez pas prouver que vous avez eu le bon comportement. Donc ça, si vous voulez, on commence à pouvoir être compétitif par rapport au crédit social chinois, si vous voulez. Donc, moi, je ne m'interroge pas sur les motivations des gens qui ont produit ce genre de contraintes.
Est-ce que c'était pour favoriser les laboratoires pharmaceutiques? Est-ce que c'était une occasion de tester la docilité des populations sur des contraintes à moitié illégales, complètement illégitimes, mais pourtant absolument impératives, et où tout le monde se met à pouvoir dénoncer qui l'un, qui l'autre, tout le monde se met à faire du contrôle social incorporé, hein, où votre voisin n'a pas mis un masque qui ne sert à rien puisque ça n'a jamais protégé contre les virus, un masque chirurgical, surtout quand on l'utilise voilà, avec les mains. Donc ça ne pouvait être absolument pas justifié de manière scientifique, mais par contre, c'était une preuve visible de votre docilité quant aux injonctions médiatiques, gouvernementales. Si vous ne mettiez pas votre masque, eh bien votre voisin pouvait dire, écoutez, cette personne n'a pas le droit de rentrer dans un magasin, elle n'a pas mis son masque. C'était presque criminel. Hein. C'était presque criminel, et les gens avaient incorporé puisqu'il y avait un climat de panique générale, hein, votre vie en dépendait, la vie de vos proches en dépendait. Quelqu'un qui n'avait pas le bon comportement social était immédiatement dénoncé par les gens eux-mêmes. Apparemment, ça a beaucoup intéressé les gouvernements occidentaux. N'oubliez pas aussi qu'en amont, il y avait eu la numérisation de la vie sociale. La numérisation de la vie sociale, c'est extraordinaire pour les gens qui sont en appétit de contrôle social, étant donné qu'on peut suivre vos comportements. C'est pas que la numérisation, c'est-à-dire c'est pas que le fait que vous allez devoir passer par un téléphone portable ou par un ordinateur, et que donc on va pouvoir archiver ce que vous avez fait, l'individualiser, créer un dossier à votre nom sur tout ce que vous avez fait, à quel moment, avec qui, comment, qui que quoi. C'est également la possibilité de faire du big data, parce que vous savez que dans la vie numérique, il y a le développement de ce qu'on appelle, sans doute de manière un peu généreuse, l'intelligence artificielle, et le traitement. Tout à l'heure, je vous disais que pour le terrorisme, c'était pas tellement intéressant de savoir ce que l'ensemble de la population pouvait faire ou pas faire, ou penser ou pas penser, parce que ça vous fait du bruit statistique. En réalité, je commence à être un petit peu à côté de la plaque quand je dis ça, puisque ce qui normalement aurait été du bruit statistique, tellement il y a une masse d'informations non gérables par des gens qui sont... Parce que après, les informations, il faut qu'il y ait des gens derrière qui en fassent quelque chose. Mais avec des algorithmes bien pensés, avec ce qu'on appelle des effets de feedback, auto-apprenants, etc., vous pouvez configurer un traitement de l'information qui aurait été totalement impossible, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années, en faisant non pas du bruit statistique, mais une véritable information. Donc vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc, le big data, la numérisation de la vie sociale, permet à un niveau individuel de savoir exactement ce que vous faites et ce que vous pensez, parce que désormais tout le monde est pas tout le monde, mais une très grande quantité de la population est sur des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous dites ce que vous pensez, vous avouez vos opinions, hein, il n'y a pas besoin d'une inquisition, vous avouez spontanément vos opinions sur les réseaux sociaux, et on peut les agréger. Et les individualiser. Vous savez que vous fréquentez tel type de personnes, qui ont tel type de statuts sociaux, qui ont tel type d'opinions politiques, qui ont tel type de comportement professionnel, social et syndical, etc. Et vous pouvez l'agréger sur un dossier individuel que vous allez pouvoir exploiter à toute occasion. Et normalement, vous n'avez pas le droit d'avoir accès à ça. Et puis les croiser avec les données officielles, par exemple. Les données administratives, donc, et les données médicales. C'est-à-dire que vous commencez à avoir une somme d'informations absolument hallucinante au niveau individuel. Et si, après, il appert, comme disent les juristes, que vous avez un comportement désagréable par rapport au gouvernement, par rapport au style imposé, eh bien, on a une masse
très impressionnantes d'informations qui vont pouvoir vous analyser cette fois-ci au cas par cas et se dire si vraiment ça vaut le coup de vouloir commencer à contraindre socialement cette personne, vous allez pouvoir le faire de manière soit discrète, soit visible. Discrète en fond sonore pour continuer à vous suivre, ou visible quand on veut faire un exemple. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé pendant les fameuses années panique Covid, mais à un moment donné, il y a eu les camionneurs canadiens qui se sont insurgés contre les obligations de plus en plus délirantes de Trudeau au Canada et qui ont commencé à bloquer les routes et la liaison avec les États-Unis. Voilà, les convois de la liberté. Bah, vous savez ce qu'a fait le gouvernement Trudeau? Il a coupé l'accès au compte en banque des gens qui menaient ce convoi. Et il a pu le faire parce qu'il savait individuellement qui était qui et où, hein, avec le téléphone portable et avec il était capable de savoir qui conduisait un convoi, qu'il faisait, alors même qu'il ne se déclarait pas, il ne déclarait pas à la préfecture, je vais faire un convoi de la liberté. Donc comment il savait, Trudeau, que ces gens-là avaient participé à l'opération convoi de la liberté? Eh bien, il le savait parce que tout le monde était fiché, en fait. Et qu'on savait qui était où et ce qu'il faisait. Donc, muni de ces informations, désormais tout le monde, pour avoir un revenu, est obligé de passer par un compte en banque. Ce compte en banque est numérisé, eh bien, il leur a coupé l'accès à leur compte en banque. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de contrôle social auquel on est arrivé. Alors là, c'est sous prétexte médical, c'était sous prétexte sécuritaire pendant les attentats, ça sera bientôt sous prétexte environnemental, parce que les prétextes ne manquent pas, il suffit de se baisser. Désormais, il y aura bientôt un pass écologique, hein, où généralement, ce genre de pass écologique, c'est une bonne grille. Vous êtes pauvre, vous êtes riche. Si vous êtes pauvre, vous êtes généralement du mauvais côté du pass écologique. Hein. Vous savez, Macron l'avait bien dit, hein, en fait, comment il les a intitulés, j'ai maintenant oublié, mais enfin, ceux qui roulent, ceux qui fument une clope et qui roulent en diesel, vous voyez. Donc, généralement, donc ils n'ont pas un véhicule électrique bien propre, enfin, bien propre. Pour chez nous, ça a pollué complètement la Chine avec les terres rares qui est nécessité pour les batteries, mais ça, on s'en fout complètement puisque ça a pollué la Chine. Donc ça pollue pas Paris, et donc du moment que ça pollue pas Paris, c'est un véhicule propre. Donc mais un véhicule propre qui vous coûte 25 000 euros ou 30 000 euros, hein, et que vous n'avez pas quand le seul budget que vous pouvez affecter à votre voiture, c'est 3 000 euros, et encore dans les bonnes années, quoi. Donc les passes écologiques, ça va vous faire un filtre assez efficace. Ça se voit dans les métropoles, hein. Quand vous n'avez pas une bagnole récente, bah, vous n'avez juste pas le droit d'utiliser votre bagnole, c'est pas compliqué. Donc voilà, le contrôle social, donc c'est la version la plus du contrôle social. C'est-à-dire, dans un cadre légal où normalement vos initiatives individuelles sont libres, du moment où vous respectez la loi, eh bien, on est désormais en capacité de produire une contrainte extrêmement précise, extrêmement individualisée, où si vous ne faites pas ce qu'on a décidé de faire, que ça soit légal ou pas légal, eh bien, vous aurez beaucoup de problèmes, en réalité. Vous aurez beaucoup de problèmes. Là, si vous ne faisiez pas un petit... comment ça s'appelait, là, l'auto-Ausweis, là, une auto-autorisation de sortie. Auto-autorisation. Voilà. Eh bien, on pouvait vous verbaliser. Hein. Donc, on pouvait débarquer sur une plage déserte. Vous étiez là, en train de regarder la mer tout seul, mais sans masque. Ils l'ont fait sur les plages. C'est pour ça que j'en parle. Vous aviez 15 gendarmes qui pouvaient vous verbaliser, hein, parce que vous n'aviez pas un masque qui ne servait à rien.
Et que vous aviez une autorisation de sortie qui vous autorisait. Vous étiez à 1200 mètres de votre... donc vous n'aviez pas le droit en fait d'être sur la plage tout seul parce qu'il y avait un virus extrêmement dangereux qui circulait. Donc on est arrivé à un point tout de même qui devrait commencer un petit peu à nous inquiéter parce que cette pente-là ne sent pas bon. Quand des gouvernements qui se sont habitués depuis 30 ou 40 ans de n'avoir plus aucun contre-pouvoir significatif en face d'eux et qui sont dans une espèce de logique de fuite en avant quant à ce qui est des contraintes sociales qu'ils veulent imposer à leur population parce que la fin de leur agenda néolibéral devient de plus en plus difficile à imposer. J'en avais parlé l'année dernière, c'est-à-dire ce qui reste à imposer désormais dans l'agenda néolibéral, c'est tout le reste ayant été déjà réalisé. C'est le plus dur, c'est le noyau dur qui reste à imposer. La privatisation de la santé, la privatisation de l'éducation, la destruction de ce qui reste des retraites, des choses auxquelles les gens sont le plus attachés une fois qu'ils ont déjà renoncé à énormément de choses. Donc c'est sûr que, et en plus, que ces gens-là ne bénéficient plus d'une majorité électorale en fait. Au niveau du corps électoral, eh bien ils sont devenus structurellement minoritaires. Structurellement minoritaires. Ça ne se voit pas juste parce qu'il y a des fortes d'abstention. Et il y a des fortes d'abstention parce que les gens ne sont plus représentés. Donc tout ça est un cercle vicieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont minoritaires. C'est-à-dire que les gens qui les suivent sur leurs injonctions de plus en plus délirantes et sur leurs programmes de plus en plus durs, c'est à tout casser 30% de la population. Et 30% de la population, c'est pas grand-chose. Ça veut dire que vous avez 70% de la population contre vous. Quand vous savez que vous avez 70% de la population contre vous, des technologies de contrôle social, une fois que vous avez numérisé la vie sociale, une fois que vous pouvez tracer tout le monde et que vous avez testé différentes manières d'injonctions délirantes et individualisées qui sont devenues possibles et réalisées, ils ont réussi à nous faire toutes ces choses délirantes. Ça vous ouvre l'appétit. Vous vous dites, si ça passe pas, ça passera. Si les gens sont contre, ils seront pour. Au final, parce que on est en capacité désormais de pouvoir discipliner chaque individu et de vérifier, y compris même ce qu'il va dire, ce qu'il va penser et comment il va agir. Ça donne des idées à des gens qui n'ont pas trop de surmoi. Qui ne sont pas embarrassés de ce côté-là et qui savent que la fin de leur agenda politique est de plus en plus délicat, de plus en plus difficile, eh bien les capacités de contrôle social individualisé et normatif en dehors de la loi vous donnent envie en fait. Ça vous donne envie. On va pouvoir donc contrôler vos libertés de déplacement, de réunion, de pensée, de déclaration publique, etc., etc. Donc c'est de ce contrôle social-là dont il faut commencer à s'inquiéter, pas le fait que, je veux dire, toute norme sociale, c'est du contrôle social, je veux dire, toute loi, c'est du contrôle social, tout est contrôle social. Mais ce qui s'apparente à de la contrainte quasi physique sur ce que vous allez faire ou pas faire et que vous allez devoir internaliser parce que sinon vous savez que vous allez avoir toute une série de problèmes qu'un gouvernement peut déclencher de manière discrétionnaire selon son arbitraire. C'est un retour un petit peu, si vous voulez, au XVIIe siècle dans les monarchies, mais avec toutes les capacités d'action d'une société moderne et numérisée. Ça fait un peu froid dans le dos, et donc il faut qu'on commence à réfléchir sérieusement sur l'environnement technique et idéologique qui a permis que de tels projets puissent commencer à être sur l'agenda. Et je nous conseillerais collectivement de commencer à nous méfier sur tous les récits hégémoniques
de l'ordre de la panique collective qu'instruisent désormais tous les gouvernements occidentaux, comme on l'a dit en amont, un clou chasse l'autre. C'est-à-dire, vous avez les attentats terroristes, on parle que de ça. Puis vous avez la Covid, on parle que de ça. Quand je dis on parle que de ça, c'est un euphémisme. Vous avez l'Ukraine. Alors, le mangeur d'enfants Poutine est à nos portes et la guerre va nous envahir en fait. Je veux dire, donc nous concerne. On doit donc tous paniquer en fait et donc autoriser des comportements internationaux là aussi qui devraient être jugés délirants si on était un petit peu plus lucide. C'est tout l'avantage des effets de contexte en fait. Là, ils travaillent, c'est du nudge, vous savez, les cabinets de conseil McKinsey et tout, qu'on paye des dizaines de millions alors qu'on est une fonction publique. Normalement, on n'a pas besoin de payer des cabinets de conseil. Non. Sinon, pourquoi on est une fonction publique? On se demande. Parce que qu'est-ce qu'ils font ces cabinets de conseil? Ils font du nudge en fait. Ils sont payés très cher pour ça. Le nudge, certes, c'est un terme anglais, mais c'est normal puisque c'est une conception anglo-saxonne. Cette conception, le nudge, ça s'écrit comment ça? N-U-D-G-E. S-U. Non, N. N-U-D-G-E. N. Nudge. C'est un mélange de psychologie comportementale, comment un individu placé dans tel contexte va se comporter, etc. Et un mélange de guidage du comportement publicitaire. Quand vous voulez que des gens qui sont libres, normalement, vous achètent un produit dont ils n'ont pas besoin et dont ils n'ont jamais entendu parler, vous développez des tas de ruses de communication pour modifier le comportement individuel. Et puis la psychologie comportementaliste américaine, qui a plusieurs décennies derrière elle, a développé des tas de théories de pratiques pour étudier comment les gens se comportent en groupe dans un contexte donné. Alors, ils ont agrégé tout ce genre de données, plus ou moins sérieuses, plus ou moins efficaces, mais hélas, un peu sérieuses et un peu efficaces, pour modeler le comportement collectif des gens à leur insu. Ce qui les intéresse le plus pour faire ça, ce sont les effets de contexte. Et les effets de contexte, si vous avez lu il y a longtemps, hélas, il s'est avéré que cette femme avait raison, Naomi Klein, vous vous souvenez, la stratégie du chaos? Ah oui. Relisez-le. Ça vous explique ce que peut être, de manière relativement concrète, ce que peut être un effet de contexte. Dans une situation normale donnée, vos réflexes sociaux, idéologiques, etc., normaux, fonctionnent. Mais si la situation bouleverse toutes vos coordonnées normales, vous ne savez plus trop à quel sein vous vouez, vous êtes déjà très inquiet, et d'autre part, vous savez que vos réflexes normaux sont un peu hors sujet, en fait, ils sont pas adaptés. Donc, vous êtes beaucoup plus mobile, beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, en fait. Et c'est ce que recherchent les effets de contexte. C'est un déséquilibre. Un déséquilibre, c'est un petit peu, vous savez, quand on vous met un bandeau, on vous fait tourner 3 fois sur vous-même, et puis on libère le bandeau, vous avez un peu la tête qui tourne, vous ne savez plus trop où vous habitez, quoi. C'est l'équivalent au niveau sociologique, vous voyez. On a fait tourner tout le monde en bourrique, et puis une fois qu'on les a bien fait tourner en bourrique, on leur impose des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées en temps normal. Mais là, avec un effet de contexte, vous vous dites, ah oui, mais quand même, si mes grands-parents vont mourir, non, je vais mettre un masque. Sur le masque, sur la boîte du masque, il y a marqué « Ne fonctionne pas contre les virus oui. », mais c'est pas grave, vous allez le mettre quand même. Oui, alors ils l'ont enlevé depuis, ils ont enlevé ils ont enlevé le petit mot « Ne fonctionne pas contre les virus ». Bon, mais ça reste pareil, qu'on le mette ou qu'on l'enlève. Donc, mais en temps normal, bien sûr, vous allez dire « Attends, vous me prenez pour un
un imbécile, quoi. Je veux dire, bien sûr que ça sert à rien. Ben, là, oui, vous vous dites, si, ça doit être utile puisque tout le monde le fait, et puis qu'il y a un danger mortel, sinon le gouvernement ne nous obligerait pas à faire... Je protège mon grand-père. Voilà, je protège moi. Et puis, alors voilà, donc des enfants masqués dans des écoles qui craignaient rien, et puis qui de toute façon qui allaient transmettre le virus tout pareil avec qu'ils aient mis un masque ou pas, eh ben on leur impose ça. Moi, Chloé, ma femme, je fais de l'initiation musicale dans les écoles. Elle n'en fait plus, elle est démissionnée. Donc elle devait faire chanter des enfants masqués. C'est super sympa. Et puis alors c'est très efficace, vous voyez. On l'a accepté, tout ça, on a accepté ces choses-là. Mais pourquoi? Parce qu'on vous avait fait tourner en bourrique. Donc le nudge, c'est ça en fait. Le nudge, c'est créer des effets de contexte favorables pour faire passer des choses qui ne seraient jamais passées en dehors de ce contexte-là. Donc c'est ce genre de pratique qui désormais est dans l'agenda de... Oui, j'ai demandé la montre de Marie-Paul, si c'est pour ne pas la regarder. Oui, ça va. Donc c'est... Tu as 10 minutes. J'ai 10 minutes, mais ça suffit en fait. Non, je finirai par une... Alors bon, par une petite montée en généralité. J'ai une solution. Vous connaissez, donc comment ça se fait qu'on se retrouve à faire face à un tel degré de dangerosité désormais la nouvelle forme du capitalisme néolibéral tel qu'il s'est configuré depuis la mondialisation néolibérale dans tous les gouvernements occidentaux est devenue de plus en plus dangereuse en fait. Dangereuse socialement, dangereuse physiquement, dangereuse au niveau des libertés individuelles et collectives, dangereuse et vraiment toxique en fait, quelque chose qui prend une ampleur qu'on n'aurait pas imaginé il y a 40 ans en fait. Ça devient extrêmement problématique. Donc comment ça se fait que ça a beau être du néolibéralisme, normalement il y a libéralisme, je reprends ce que je disais en amont, une idéologie centrée sur la liberté individuelle et qui commence à attaquer de manière si frontale la liberté individuelle, il y a quand même le serpent se mord un peu la queue, là, il y a un problème. Il ne faut pas s'en étonner. Alors il ne faut pas s'en étonner pour des raisons objectives, comme je l'ai dit, le reste de l'agenda néolibéral, c'est le plus dur. Et donc la contrainte vient avec en fait. C'est le paquet complet de ce qui reste à réaliser. Mais il y a une autre nécessité objective, on va dire, qui est derrière, qui était celle, en fait, c'était la contradiction du libéralisme lui-même. Vous savez que le libéralisme a une composante économique, a une composante politique. En réalité, la composante économique est directement liée à la composante idéologique politique. Pourquoi le libéralisme insiste autant sur le marché, sur les activités de marché, par rapport aux autres activités sociales, aux autres normes sociales? Parce que le marché lui-même crée de la contrainte sociale, mais de la contrainte sociale où personne n'a décidé de rien au niveau ni collectif ni individuel. En fait. Ça vous fait une contrainte objective qui ne vient de nulle part, en fait, qui est décentralisée. Et ça c'est séduisant pour l'individualisme, en fait. Le fait que votre comportement ne provient pas d'un ordre, que cet ordre soit individuel ou collectif. Vous faites ce que vous voulez. Mais est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez? Non, certes non. Alors, vous êtes toujours limité par la loi. Mais même dans le cadre du marché, en fait, vous ne faites pas du tout ce que vous pouvez. Vous avez énormément de contraintes, mais ces contraintes-là ne sont pas individualisables, en fait. Elles ne sont pas... on peut pas pointer soit un groupe de gens, soit une personne déterminée qui va vous obliger à faire telle ou telle action. Vous faites bien ce que vous voulez dans le marché.
Donc c'est libre, c'est ça la liberté. Il y a bien une dimension de liberté qui est dans le marché, qui a fait son succès au XVIIe, au XIXe et au XXe siècle, et jusqu'à maintenant, qui fait que les gens sont attirés par le marché, par la logique du marché. C'est que personne n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Et on peut choisir. On peut choisir. On est libre de choisir. Bon. Et le libéralisme politique, c'était regarder l'État et la machine gouvernementale et disait, bon, certes, il nous faut un ordre pour qu'on puisse bénéficier de nos propriétés individuelles et de la propriété de nous-mêmes. Il nous faut un ordre légal, un ordre social, en fait. Que les gens respectent la loi, que les gens respectent leur contrat, c'est-à-dire leur engagement inter-individuel. Mais l'État ne doit pas se mêler d'autre chose, en fait. Il doit juste assurer cet ordre-là. Dès qu'il se met à vouloir quelque chose de particulier, eh bien, les libertés sont en danger. Donc, il se met à penser à la division des pouvoirs, etc. Bon, sur des choses qui nous intéressent également nous-mêmes. Tout n'est pas à jeter dans le libéralisme politique, mais il se méfie des injonctions collectives. Les injonctions collectives dans les sociétés modernes, ça passe par l'État. Et donc, il se méfie de l'État. Et donc, autant il peut retirer de l'action sociale dirigée de manière collective en le remettant sur le marché, donc cette fois-ci sans contrôle collectif, autre que légal, autant il peut faire comme ça de cette opération de vase communicant, autant il peut le faire, autant il le fait. Et sa logique politique correspond à sa logique économique. Mais, alors, où est la contradiction ? La contradiction, elle vient à la fin du XIXe siècle. Oui, j'ai 5 minutes. 5. Mais ça suffit, en fait. Je parle peut-être un peu vite, on verra. 5 minutes. Mais ça doit suffire, parce que j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle à cette occasion, parce que c'est directement lié à nos problèmes de contrôle social, de plus en plus prégnants, de plus en plus étouffants, en fait. C'était qu'à partir du moment où le Parlement, qui est une invention, c'est pas Jean-Michel qui va me contredire, le Parlement est une invention oligarchique au départ. C'était pour qu'il n'y ait pas de démocratie qu'on avait fait un système parlementaire. Et ça fonctionnait bien pendant tout le XIXe siècle. À partir du moment où il y a eu la création des partis politiques de masse et des syndicats nationaux, et la possibilité qu'un mouvement populaire s'empare de la tête de l'État, c'est-à-dire donc ça va de 1870 à peu près à 1917, cette phase historique où les gouvernements bourgeois perdent une partie de la main au niveau de l'État. Eh bien, il y a une angoisse terrible, c'est qu'on puisse utiliser la loi, le Parlement, les élections, c'est-à-dire des institutions oligarchiques, dans un cadre démocratique, c'est-à-dire pas pour un régime démocratique, mais pour des processus démocratiques qui se coulent dans des institutions à l'origine oligarchiques. Eh bien, cette possibilité a été absolument angoissante parce que ça s'est immédiatement traduit par des choses qu'on n'avait jamais vues lors des luttes sociales de tout le XIXe siècle. L'impôt sur le revenu, le droit du travail qui contredit la logique contractuelle, etc. Puis l'État social, alors 1917 aussi pour la Russie au niveau international, mais dès les années 30, bon, le New Deal, l'État social suédois, puis le Front populaire, et puis après l'État social généralisé dans les pays occidentaux dans l'après-guerre, ces choses-là étaient un véritable cauchemar pour les tenants du libéralisme économique et politique et ceux qui en bénéficiaient, les détenteurs d'un patrimoine financier. Tout ça était un cauchemar en fait. Et donc les processus démocratiques étaient incompatibles avec le fait que l'économie ne soit pas touchée par des revendications collectives et sociales. En fait. Et donc des processus démocratiques. Donc les processus démocratiques étaient incompatibles avec le libéralisme économique. Incompatibles. Et donc ça s'est pas vu pendant la parenthèse
des processus démocratiques et surtout de l'état social d'après-guerre jusqu'à la fin des années 70, mais c'était une parenthèse. La contradiction perdurait. Les processus démocratiques étaient incompatibles avec le libéralisme. Donc en fait, c'est pas un oxymore, le libéralisme autoritaire et actuellement le contrôle social de plus en plus délirant. C'est la logique structurelle même du libéralisme quand il fait face à des processus démocratiques. Cette incompatibilité-là, les gens qui en bénéficient, ils sont au courant, ils l'ont même théorisé. Ça, c'était mon intervention l'année dernière. Vous savez, pour ceux que ça intéresse, parce que je donne infiniment plus de détails, sur le petit nationaliste, en fait, j'ai fait un dossier en 5 textes sur l'état d'exception. C'est comme ça que j'ai appelé la nouvelle configuration de plus en plus liberticide et l'effet de contexte cherché par les dingues du nudge sur nos comportements et sur les libertés individuelles et collectives. Donc l'état d'exception nouveau, on va dire 2.0, j'en ai fait 5 textes. Donc j'avais commencé à l'aborder l'année dernière ici même et j'ai développé tous ces points sur le petit nationaliste et ce sont des textes regroupés sous le chapeau l'état d'exception. Est-ce qu'on peut arrêter là ? On peut arrêter là. Merci Gilles. Merci.